Et nous vous retrouvons avec grand plaisir une fois de plus ce soir dans le cadre de la palabre intellectuelle. Pas question donc pour la France d'accepter une intervention de la Russie, que ce soit du gouvernement russe, même dans le cadre des accords militaires ou alors de la société paramilitaire Wagner. C'est ce qu'on peut retenir de la sortie de la ministre française des Armées, Florence Parly, qui participait au 7e forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tenait donc lundi à Dakar au Sénégal. La France fera tout pour faire barrage à une intervention donc russe, soldats ou mercenaires a-t-on appris, et plusieurs interrogations rapidement surgissent. La France a-t-elle les moyens aujourd'hui d'empêcher une intervention de la Russie si la Russie le souhaitait sur un territoire comme le Mali, une société comme Wagner? La France a-t-elle aujourd'hui les moyens de pouvoir intervenir, interdire les actions d'une société paramilitaire comme la Wagner? Plusieurs interrogations que nous allons soumettre bien sûr à nos invités installés déjà en multiplex. Je commence, avant d'écouter la ministre française des Armées, je commence par vous dire bonsoir. Luc Michel, je commence par vous. Bonsoir et bienvenue Luc. Bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Non, la France n'a pas les moyens, mais la France aboie fort. Son discours est destiné à la fois aux Russes et aux Africains, mais il est aussi destiné avant tout aux Américains. Les Américains aujourd'hui, c'est un allié qui est en train de faiblir. Ils veulent remplacer la France économiquement au CEDEAO et ils veulent remplacer l'armée française au sein de la guerre du Sahel. À côté de cela, évidemment, ils n'ont qu'un accord russe et américain aujourd'hui. Ils ne sont pas d'accord que les Russes viennent interrompre le jeu. Première remarque, le groupe Wagner n'existe pas. C'est une construction médiatique qui a été inventée par la propagande américaine en 2020 dans un livre qui s'appelle The Company You Keep, qui a été édité par une ONG de George Soros qui s'appelle The Free Russia Foundation. Ce qui existe en Russie, ce sont des firmes paramilitaires. Il y en a 11 qui interviennent actuellement dans toute l'Afrique, en Ukraine et au Proche-Orient, mais il n'y a pas de groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est un espèce de monstre médiatique créé dans un lit, qui est repris par la propagande française depuis le début de cette année. Le groupe Wagner, il serait constitué, disent-ils, de paramilitaires, d'agents d'influence indépendante. C'est Afrique Média et moi-même. Nous avons tout un chapitre qui nous est consacré. Et enfin, de firmes économiques qui viendraient piller la France. Ça n'existe pas, évidemment. En Centrafrique, par exemple, il n'y a pas de groupe Wagner. Ce qui est actuellement déployé, c'est la firme Sewa Security. C'est elle qui assure la guerre privée de Touadéra. Moi, je les ai rencontrés quand j'ai été faire mon film sur le président Touadéra en 2019. Ce sont des professionnels. Touadéra a une protection absolue grâce à eux. Avant, il dépendait de casques bleus qui n'étaient pas sûrs, mais il n'y a pas de Wagner. Et il n'y a pas de groupe Sewa Security qui est déployé dans le domaine, par exemple, des mines ou dans le domaine des médias. Nous n'avons pas de lien avec cette firme, bien entendu. Mais les Français ont besoin d'un espèce de démon, d'un grand Satan, pour justifier leur propagande, que ce soit vis-à-vis de l'opinion publique ou vis-à-vis des Africains. Mais la France peut aboyer autant qu'elle veut. Elle est en perte de vitesse dans toute l'Afrique, arrive français. Cet sentiment anti-français qu'elle dit être dû à des manipulations, c'est une vague de faux en réalité qui rassemble des milliers de jeunes en Centrafrique, au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger. Et la France, évidemment, n'a pas compris cela. Elle croit que ce sont les mêmes méthodes qui sont employées par notre camp contre celles qu'elle emploie, c'est-à-dire la manipulation médiatique, c'est-à-dire les médias mensonges, etc. Je l'ai souvent dit, Afrique Média, puisque nous sommes désignés comme l'ennemi médiatique principal, Le Drian ou Parly, ils disent qu'il y a des médias africains qui déstabilisent la présence française, et ils ajoutent que derrière, il y a des réseaux européens. Ça, c'est une pique pour moi-même. Mais derrière tout cela, je le dis souvent,
Si les médias français comme RFI et France 24, c'est l'empire du mensonge, nous sommes le royaume de la vérité. Michel, restez en multiplex avant d'aller donc écouter, avant de donner la parole à Nestor Podacé, qui est le coordonnateur national de Planète des jeunes panafricanistes au Burkina Faso. D'ailleurs, rappelez que vous étiez parmi les mobilisateurs justement de cette opposition au passage de ce convoi de l'armée française. Florence Parly en a parlé et a d'ailleurs dit que si vous agissez, vous aujourd'hui, société civile, si vous êtes opposé notamment à une présence comme celle de Barkhane, et si vous agissez contre Barkhane, c'est parce qu'on vous a rempli la tête de balivernes. Je reprends là le mot baliverne justement de la sortie de Florence Parly qui dit notamment, donc de fausses informations ou alors de propagande qui voudrait qu'on dise que la France, que le convoi visait à alimenter des mouvements rebelles situés dans cette bande de sahélo-saharienne alors qu'il n'en est rien. Alors vous, quand vous avez suivi Florence Parly, quelle est votre première réaction? Bonsoir Guy Fondov, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir au PDG, bonsoir aux techniciens qui ont fait un grand travail dans l'ombre. Moi, quand j'ai appris ça, d'abord, j'ai souri tout naturellement, tout en sachant que notre victoire est très proche. Voilà, la France est aux abois, donc c'est cri de détresse. Mais moi, ça me dit ni chaud ni froid, parce que ce que je sais, la France doit partir, elle partira, et l'Afrique restera debout, et l'Afrique va gagner. Si elle dit que c'est la Russie qui nous instrumentalise, Russie fait ceci, c'est les balivernes qui consomment. Ça n'engage que elle. Nous, on a dit qu'on ne veut plus de l'air qu'on voit ici. Elle fait quoi ici même? C'est tout. On dit on ne veut pas de toi. Tu vas chez quelqu'un, la personne dit, bon, vraiment, j'en ai assez de toi, il faut rentrer chez toi. Mais il faut aller chez toi, puisque nous, on aime chez nous, on est chez nous. Toi, il faut rentrer chez toi. Est-ce que ça, c'est la fin du monde? Moi, je ne sais même pas pourquoi il s'agite. Donc, vraiment, quand moi j'ai pris ça, j'ai beaucoup été fâché dans le forum. Les jeunes, quand on discutait dans le forum, beaucoup étaient fâchés et que la dame là se prend pour qu'elle. J'ai dit, bon, vous voyez, non. C'est ça qui fait que les Blancs se moquent de nous, parce qu'on est émotionnel. Quand on dit des choses, tic, on s'énerve. Ah, non, moi, je me suis calmé. J'ai dit, ah, c'est la fin de la France. C'est que si elle est sûre d'elle, elle n'a qu'à envoyer un deuxième convoi encore. Les stratégies qu'on a mis en place pour barrer cette fois-ci, on ne va pas les dévoiler ici. Mais en tout cas, elle va apprécier. Voilà, donc nous on est sereins comme maison inachevée. Ils n'ont qu'à plier bagage. Voilà. C'est tout ce que nous les demandons. Ils n'ont qu'à plier bagage. Nous on n'a pas autre chose à dire. Merci. Merci Nestor, merci également à Luc Michel. Alors, je vous propose maintenant de suivre un extrait donc, de cette sortie de Florence Parly. C'était lors du 7e Forum de la paix à Dakar. C'était hier d'ailleurs. Et nous revenons sur le plateau pour commenter. Bonjour et bienvenue sur Radio France Internationale et sur France 24. Nous sommes à Dakar, au Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Et notre invitée est la ministre française des Armées, Florence Parly. Avec moi pour cette interview, Franck Alexandre de RFI. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Madame la ministre, il y a une dizaine de jours, un convoi logistique militaire français a été pris pour cible 2 fois. Au Burkina Faso, tout d'abord, à Kaya, puis au Niger, à Terra. Est-ce que le samedi 27 novembre, on est passé tout près de la catastrophe? Alors ce convoi, c'est un des nombreux convois qui permettent d'acheminer ce dont les forces françaises ont besoin, en particulier à Gao, en particulier des vivres et beaucoup d'autres choses. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel. En revanche, il est vrai que celui-ci a été pris à partie à 2 reprises, au Burkina Faso d'abord, puis il a pu repartir. Et une deuxième difficulté s'est présentée juste après le franchissement de la frontière au Niger. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a eu des violences, que manifestement il y a eu aussi des actions de désinformation sur les réseaux sociaux. Bref, les autorités, tout d'abord, les conducteurs civils et les militaires ont été vigoureusement pris à partie par les manifestants. Et les autorités nigériennes nous ont dit qu'il y avait eu des victimes, des blessés, des morts. Donc nous travaillons très étroitement avec les autorités nigériennes pour établir les faits.
Nous coopérons activement et puis nous travaillons aussi pour que de tels problèmes et de tels drames ne se reproduisent pas. Parce que vous avez été pris au dépourvu, il faut le dire, totalement. C'est une situation que nous n'avions jamais rencontrée jusqu'à présent et auquel d'ailleurs les autorités aussi bien burkinabées que nigériennes n'avaient pas été confrontées. Donc il faut en tenir compte et il faut aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles de telles manifestations, une telle violence a déferlé à l'occasion du passage de ce convoi. Et je crois aussi qu'il faut prêter attention au développement de ces actions immatérielles, c'est-à-dire cette lutte informationnelle qui se déploie sur les théâtres d'opération, au-delà de l'action qui s'y déploie sur le terrain, c'est-à-dire cette volonté de faire croire qu'il y a non pas un sentiment anti-français, parce que c'est un terme très vague qui ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il y a un discours anti-français qui se développe, mais ce discours, il est le résultat d'une forme de guerre informationnelle qui se passe dans un milieu qui est tout à fait immatériel. Il ne s'agit pas du milieu habituel dans lequel les combats ou les militaires sont habitués, l'air, la terre, la mer. C'est vraiment un nouveau champ de conflictualité. Et donc, au cas particulier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu faire croire que alors, toutes sortes de thèses, bien sûr, ont fleuri, mais que notamment, si Barkhane met en route des convois de cette nature, c'est pour pouvoir livrer de l'armement aux terroristes, aux groupes terroristes. Donc, on imagine bien que si un certain nombre de gens croient à ces balivernes, alors cela peut constituer un terrain propice pour que se déploie ce discours et ce sentiment anti-français. Alors évidemment, il n'en est rien. Barkhane n'a jamais évidemment livré quoi que ce soit à des groupes terroristes, puisque Barkhane combat les groupes terroristes, et vous savez, et vos spectateurs et vos auditeurs savent que Barkhane a payé le prix du sang lourdement, et que les armées sahéliennes, elles aussi, payent très lourdement à travers ce combat contre le terrorisme, le prix du sang. Donc cette désinformation, pour ne pas dire cette manipulation de l'information, c'est une des données nouvelles, si je puis dire, qui se déploient sur ce théâtre et dont nous devons tenir compte. Mais jamais, évidemment, la France n'a eu d'autre objectif que de lutter contre le terrorisme. Et d'ailleurs, s'il fallait en convaincre vos auditeurs et vos téléspectateurs, nous avons au cours des derniers mois obtenu des succès considérables contre les chefs des organisations terroristes, puisque c'est d'abord cela que nous visons pour pouvoir désorganiser ces groupes terroristes qui massacrent les populations. Et nous avons non seulement pu neutraliser le numéro 1 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'était il y a un peu plus d'1 an, mais nous avons aussi neutralisé le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3 de Daesh au Grand Sahara, qu'on appelle le IGS. Donc la France est déterminée à continuer la lutte contre le terrorisme. Ses partenaires sont déterminés, et les échanges que j'ai eus aujourd'hui dans le cadre du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique en attestent, et les Européens avec lesquels je suis en contact extrêmement régulier, en particulier ceux qui sont engagés dans la force Takuba, sont également très déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Mais revenons à Terra. Pour se dégager, les soldats français ont procédé à des tirs de sommation. Il y a eu 3 morts. Sont-ils imputables aux soldats français ? Alors en effet, il y a eu des tirs de sommation, compte tenu d'une situation extrêmement tendue que j'ai rappelée tout à l'heure, où les conducteurs des camions civils ont été violemment pris à partie avec des jets de pierre, les militaires également. Donc il y a eu des tirs de sommation.
Comme je vous l'ai dit, les autorités nigériennes nous ont rapporté qu'il y avait eu des blessés et des morts, et donc nous sommes à l'écoute des autorités nigériennes et nous travaillons en coopération avec elles pour établir les faits, bien sûr. À vos yeux, c'est quoi? C'est une colère spontanée ou une violence organisée? Et par qui? Évidemment, on ne peut pas disserter sans aller plus loin dans l'analyse des faits, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ces manifestations ont été nourries par des actions préalables de désinformation, parce qu'encore une fois, ce convoi-là n'est pas le premier. Pour vous dire les choses, c'est le 32e, donc il n'y a aucun fait nouveau par rapport à ce qui s'est produit au cours des mois ou des semaines précédentes. Donc c'est bien une instrumentalisation qui a été faite de ce convoi dans un contexte qui est celui du Sahel, dont on sait qu'il est difficile. Il est difficile parce qu'il y a de l'instabilité politique dans un certain nombre de pays, et puis il est difficile parce qu'il y a une instabilité et même une menace sécuritaire très importante et qui place les populations sahéliennes dans une situation intenable, puisqu'elles sont en quelque sorte les premières victimes de la lutte, elles sont les premières victimes des actions des groupes terroristes, et que, au fond, si on leur dit, comme ça semble être le cas, que tout cela c'est la faute des Français, eh bien... Et qui leur dit, Madame la Ministre? Est-ce que c'est la Russie? Parlons clairement. Est-ce que pour vous c'est la Russie qui est derrière cette guerre informationnelle? Il y a un certain nombre de compétiteurs qui sont évidemment à la manœuvre, et d'ailleurs on les retrouve aussi à la manœuvre au Mali, puisque, comme vous le savez, ça fait des semaines maintenant que la rumeur selon laquelle une société de mercenaires russes qui s'appelle Wagner est susceptible de se déployer au Mali, cette rumeur circule de façon de plus en plus appuyée. Donc on voit bien que le Sahel est un théâtre dans lequel un certain nombre de compétiteurs se jouent de l'instabilité ambiante. Donc toute instabilité est une opportunité, au fond, pour ces compétiteurs. On évoquait Wagner. Sont-ils à Bamako, tout simplement? Sont-ils arrivés? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient à Bamako, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une intention de la part des autorités maliennes actuelles de les y faire venir. Donc il ne faut pas prendre ce qui est aujourd'hui une vérité pour une vérité de demain. Et il faut donc continuer, comme nous le faisons depuis des semaines, à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquces que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires européens, mais aussi avec nos partenaires de la région. La CEDEAO a tenu plusieurs réunions depuis l'intervention du deuxième coup d'État au Mali cette année, et il y aura à nouveau, dans quelques jours maintenant, une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Alors vous pesez avec les partenaires européens de la France sur les autorités maliennes. Que vous disent-elles, ces autorités maliennes? Nous avons un dialogue assez franc avec les autorités maliennes, surtout après les propos extrêmement musclés et inamicaux qu'a pu tenir le Premier ministre du Mali en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc nous nous en sommes expliqués, c'est déjà une bonne chose, mais pour autant, nous devons continuer à expliquer sans cesse les conséquences que pourrait avoir, d'une part, l'arrivée de Wagner au Mali, et d'autre part, la non-tenue des élections, parce que il ne faut pas être naïf, là non plus. L'arrivée potentielle de Wagner au Mali n'est pas complètement étrangère au fait que les autorités maliennes ne souhaitent pas rendre le pouvoir et amorcer la transition démocratique à laquelle pourtant elles s'étaient engagées. Et elles sont engagées vis-à-vis de la communauté internationale et des États africains eux-mêmes. Alors, vous avez fixé une ligne rouge, hein. Pas de Russes, soldats ou mercenaires aux côtés de l'armée malienne
là où l'armée française opère. Si jamais cette ligne rouge est franchie, est-ce que la France quittera le Mali? Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable. Donc dans ces cas-là, la France s'en va du Mali? Nous avons eu des échanges extrêmement clairs avec les autorités maliennes et nous ne sommes pas les seuls à les avoir parce que vous comprenez bien que les pays européens qui sont également présents à nos côtés ne peuvent pas voir l'arrivée de cette société de mercenaires d'un bon œil. Mais si vous partez, c'est un cadeau pour Vladimir Poutine, non? Mais nous aviserons le moment venu. Encore une fois, aujourd'hui, la priorité est à l'exercice d'une pression maximale pour que cette situation ne se produise pas. Donc tous nos efforts sont orientés pour empêcher que cette menace, qui est brandie depuis des semaines et des semaines maintenant, eh bien, ne se matérialise pas. D'où l'importance, comme je le disais, des décisions qui pourraient être prises par la CEDEAO, d'où l'importance du fait que d'ores et déjà l'Union européenne a pris des décisions sur le fait de retenir de l'aide budgétaire qui était destinée à ce pays, a décidé de mettre en place la base pour un régime de sanctions qui concernerait d'une part ceux qui entravent le processus de transition démocratique au Mali et d'autre part qui permettent de prendre des sanctions contre la société Wagner. Que disent les partenaires européens qui contribuent à la force Takuba? Serait-il prêt à rester au Mali si jamais la Wagner était présente ou renoncerait-il à contribuer à Takuba? Nos partenaires sont extrêmement déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme et nos partenaires sont tout à fait lucides sur la manœuvre qui est amorcée, qui consiste à essayer de chasser en quelque sorte la communauté internationale qui est fortement engagée, de plus en plus engagée au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Donc je ne peux pas m'exprimer au nom des partenaires internationaux, c'est à eux évidemment de définir leur position si, encore une fois, cette menace se matérialisait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que aussi bien nos partenaires européens que nos partenaires sahéliens sont déterminés. Florence Parly, nous vous... Et voilà, retour sur ce plateau après avoir donc suivi la ministre. Le Libya Air Najai on Economic Summit 2000. Voilà, retour donc sur ce plateau après avoir suivi la ministre française des Armées, Florence Parly. Luc Michel, je reviens à vous. Alors, il y a comme de la mauvaise foi quand même dans les déclarations de Florence Parly, peut-on constater. Déjà, quand elle parle d'une France qui paye le prix du sang, comme les États du G5 Sahel qui sont profondément meurtris par la montée en puissance du terrorisme islamiste. Là, tout de suite, on essaie un peu de faire la comparaison et on voit qu'on en est, mais alors, à des années-lumière, des bilans de part et d'autre, c'est-à-dire du nombre de soldats français qui seraient tombés sur ce théâtre-là et le nombre de civils et autres militaires justement de ces États. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand elle parle de succès important dans la lutte contre le terrorisme dans cette bande sahélo-saharienne, on se demande de quel succès est-ce qu'elle parle. Elle a cité à peu près 3 chefs supposés djihadistes, enfin 3 supposés chefs djihadistes importants qui seraient morts, voilà, tués par l'armée française. Mais toujours est-il qu'on se demande si effectivement on ne va pas parler d'un manque de sincérité ici, ou alors d'un manque d'une certaine lucidité même, quand on voit les ravages que font ces groupes terroristes au sein des populations civiles et également dans les rangs des armées de ces États. Il appelle des scénarios médiatiques. C'est-à-dire qu'on vend à l'opinion publique africaine, européenne et américaine une réalité virtuelle qui n'existe pas. Et Madame Parly, elle est typiquement française, c'est un des 3 grands visages de la Macronie avec Macron et Le Drian, c'est l'arrogance. Il y a un livre il y a quelques années de Antoine Glaser, c'est Arrogant comme un Français en Afrique. Eh bien, on a l'impression qu'il a été écrit pour Macron, Le Drian ou Madame Parly. Vous rajoutez l'arrogance sur les médias mensonges,
et vous avez ce résultat-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc les Français sont là depuis 8 ans, ils ont eu 53 morts. Imaginez-vous une guerre au terrorisme qui fait 63 morts, alors qu'en Syrie, par exemple, les morts se comptent par centaines de milliers. Ça a été la même chose en Afghanistan et ailleurs. 63 morts, ça veut dire que la guerre au terrorisme, c'est une comédie. Je vais vous donner une comparaison. Les morts américains pendant la guerre du Vietnam, qui était une véritable guerre, eh bien, ils ont été de presque 100 000. 100 000 contre 63, vous savez tout de suite ce qui se passe. Maintenant, il faut parler du djihadisme lui-même. Le djihadisme, c'est une création occidentale. Pas comme on le croit souvent, parce que ce sont les Occidentaux qui les ont organisés, financés, etc. Ils ont les fait faire leurs alliés saoudiens, leurs alliés qataris, etc. Et ils ont utilisé. Comment tout naît? Tout naît en 1933. Ça ne naît pas du côté américain, ça naît dans l'Allemagne de Hitler. L'Allemagne de Hitler veut déstabiliser l'Union soviétique en utilisant les musulmans de l'Union soviétique et ils prennent sous leur contrôle les frères musulmans. La principale mosquée des frères musulmans, elle n'est pas dans le monde arabe, elle est à Munich en Allemagne, encore aujourd'hui. Cette mosquée a été payée intégralement par Hitler. Elle est gigantesque. En 1945, les services secrets nazis passent sous le contrôle des services secrets américains. Les frères musulmans deviennent les alliés des États-Unis contre Nasser, contre Hafez el-Assad, le père de Bachar, ou contre Kadhafi. Ça va comme ça jusque dans les années 1980. Et puis il y a un tournant, c'est la guerre d'Afghanistan. La guerre d'Afghanistan, ils attaquent de nouveau les Soviétiques et les Américains, ils décident d'en faire le Vietnam des Soviétiques. Mais pour ça, il faut des troupes. Les Américains qui ont perdu la guerre du Vietnam, ils ne veulent plus envoyer des troupes au sol. Et puis, imaginez-vous des troupes américaines face aux troupes soviétiques, c'est un risque de guerre nucléaire mondiale. Ils ont donc besoin de troupes, ça va être des djihadistes. Ils constituent une série de mouvements parrainés par leurs alliés d'Arabie saoudite et des services secrets du Pakistan. À l'époque, le Pakistan, c'est une dictature islamique wahhabite comme les Saoudiens. Ben Laden commence son action en Afghanistan. C'est un homme qui agit sous contrôle de la CIA. Lorsque les Soviétiques quittent l'Afghanistan, les Américains ont un problème, ils n'arrivent pas à contrôler le pays. Ils ont favorisé une série de chefs de la guerre islamique, dont le fameux Ahmed Shah Massoud, qui est présenté par Bernard-Henri en France comme un démocrate. En réalité, c'est un seigneur de la guerre islamique. Et les Américains lancent un nouveau mouvement, qui est les talibans, de nouveau avec l'aide des services secrets palestiniens, et ils leur remettent l'Afghanistan. Dans le même moment, il y a les guerres de Yougoslavie. Les Américains laissent les Saoudiens créer en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo des mouvements paramilitaires djihadistes. C'est le cancer djihadiste qui envahit le monde. Ils lancent les djihadistes à l'assaut de la Russie. C'est la Russie qui est sortie de l'éclatement de l'Union soviétique. Et la Russie, les djihadistes contrôlent notamment un pays, c'est la Tchétchénie. Il faudra attendre Poutine, et Poutine, en 3 ans, il met un terme à la présence djihadiste dans le Caucase. Mais pour terminer avec le terrorisme, il faudra des années. Et ensuite, lorsqu'intervient la guerre de Syrie, c'est de nouveau des djihadistes qui essayent de renverser Bachar el-Assad, cette fois-ci parrainés par le Qatar et la Turquie. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que les Turcs viennent aider les Africains. Au contraire. Et à ce moment-là, les Russes interviennent en Syrie et ils aident Bachar el-Assad à reprendre le contrôle de son territoire à 85% et à contrôler, évidemment, contrôler ces djihadistes. En 2019, qu'est-ce qui se passe? Les Américains sont en train de perdre le contrôle de la Libye. Il y a notamment derrière le général Haftar, il y a les Russes et il y a les firmes paramilitaires russes. Déjà, ce fameux groupe Wagner, comme disent les Occidentaux.
Que font les Américains? Ils demandent aux Turcs de reprendre le contrôle de la Libye et les Turcs aéroportent des milliers de djihadistes syriens qui reprennent le contrôle du pays. Ils ne seront arrêtés devant Sirte que par les paramilitaires russes. C'est cela qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale? Quand on détruit la Jamaïria de Kadhafi, on la détruit avec toujours les djihadistes. Par exemple, le chef d'Al-Qaïda en Libye, Abdelhakim Belhaj, en 2011, lorsque les Britanniques et les Français, les Américains s'emparent de Tripoli, le chef d'Al-Qaïda en Libye, il le nomme gouverneur militaire de Tripoli. C'est encore l'homme là-bas qui est tout puissant. C'est aussi l'homme des Qataris. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après avoir détruit la Jamaïria pour créer une zone d'instabilité en Afrique, en particulier visant l'Algérie, eh bien, il crée deux scénarios à la libyenne. C'est le scénario malien. On laisse les Touaregs qui jusque-là étaient au service de Kadhafi. Ils appartenaient à la Légion islamique de Kadhafi, mais quand Kadhafi meurt, ils sont orphelins. Les généraux français et américains les laissent revenir au Mali avec des armes, des blindés, des missiles anti-chars et hélicoptères. Et ils savaient, parce que les services secrets savaient ce qu'il a passé, ils font leur jonction avec les groupuscules d'AQMI, donc Al-Qaïda au Mali et au Sahara. Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? C'est le même scénario. En Centrafrique, les Français refusent de protéger Bozizé. Bozizé, à l'époque, c'est pas l'homme des Français. C'est un président qui est renversé. C'est une coalition islamiste, c'est la Séléka. Pour que vous compreniez, Séléka en Songo, ça veut dire la base. La base en arabe, c'est Al-Qaïda. Vous avez mieux compris ce qui se passe en Centrafrique. Et le chaos s'installe dans le pays. Il faudra que les Russes arrivent en 2017 pour commencer à reprendre le contrôle de la Centrafrique. C'est ce qu'ils proposent de faire maintenant au Mali. Dès lors, les Français ou les Américains qui disent qu'ils viennent combattre le terrorisme, le djihadisme, etc., c'est exactement des pyromanes pompiers. Je vais conclure là-dessus. Il y a le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov. Il a tout dit en 2014 dans une phrase. Il a dit « On ne peut pas installer les djihadistes au pouvoir à Tripoli et prétendre les combattre à Bamako. » Michel. Voilà, merci à vous Luc Michel. Alors rapidement, je vous retrouve Nestor Podas, vous êtes coordonnateur national de Planète des jeunes panafricanistes au Burkina Faso. Alors je voudrais évoquer un aspect assez particulier de cette sortie de Florence Parly avec vous, concernant notamment voilà, les faits autour des attaques contre ce convoi qui est parti, enfin qui traversait le Burkina Faso également, le Niger pour se rendre au Mali. Alors Florence Parly dit qu'il y a eu du côté de l'armée, on a appris qu'il y avait eu voilà une attaque des civils à Terra contre le convoi avec des jets de pierre ou encore des coups de bâton. Mais est-ce qu'on ne va pas parler quand même de disproportion? Est-ce que le fait d'attaquer un convoi avec des cailloux et des jets de pierre peut justifier qu'il y ait des tirs de sommation et autres ambiguïtés? Est-ce que des tirs de sommation conduisent à des morts par balle? Est-ce que c'est le constat que vous avez fait? Parce que nous relevons cela ici comme des incongruités dans le discours de Mme Parly. Et ce qui est dit dans le discours de Mme Parly, c'est très incongru, c'est très mensonge. Et puis, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Parce qu'elles disent qu'elles sont en Afrique pour combattre les terroristes. Ça fait depuis 2013 qu'ils sont ici au Mali, 2013 officiellement, mais officieusement, ils étaient là avant 2013. Parce qu'ils sont au Burkina depuis 2010. Voilà, donc ils sont au Burkina depuis 2010. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui au nord, au Sahel, ils étaient en train de préparer cela il y a très longtemps. Mais c'est nous, on a été bernés par nos dirigeants dirigés qui ne disent pas la vérité aussi. Donc, dire que le convoi a été attaqué par des jets de pierre, par des bâtons, et que cela va riposter pour tuer des jeunes gens sauvagement comme des animaux, vraiment c'est triste, c'est incongru.
et je ne suis même pas d'accord avec elle, ni aujourd'hui, ni demain. Ce que je peux dire par rapport à cela, le peuple a montré de manière pacifique, main levée. Ils ont tiré chez nous ici à Boé-Glaçon, là où on a barré le convoi. Premièrement, on a été gazé. À Meni, on n'avait rien. À Ouagadougou, pareil. À Kaya, c'était pareil. Ils ont tiré sur la population à balles réelles. On a eu 5 blessés. Ils sont toujours à la maison. Ils ont quitté l'hôpital, mais ils ont toujours les blessures. Ce n'est pas guéri totalement. Mais ils ont tiré à balles réelles. Est-ce que la population a attaqué avant qu'on tire? Non, la population n'a pas attaqué parce que seulement il veut forcer le passage. Et vous avez vu le petit qui a abattu le drone, le petit de 13 ans qui a abattu le drone par son lance-pierre. Mais les populations en ont marre. On n'en veut plus de la France ici. La France dit qu'elle est là pour combattre le terrorisme. Et l'insécurité ne fait que grandir du jour au lendemain. Comment on peut cohabiter avec un ennemi? Bon, ils n'ont qu'à partir et puis nous laisser. Elle est là, elle raconte du n'importe quoi, qu'ils ne vont pas quitter le Sahel. Ils sont là pour la sécurité. Ils n'ont qu'à aller sécuriser la France. On n'a plus besoin d'eux. Voilà, nous, on va trouver quelqu'un d'autre. Et nous-mêmes, on va faire le travail. C'est tout ce que moi, je peux dire. Il faut qu'elle arrête de nous emmerder. Moi, ce que je dis, elle est là, elle raconte que non, c'est la Russie qui nous finance, c'est un tel qui nous finance. Elle n'a qu'à quitter là-bas. Si elle finance les terroristes, il ne faut pas qu'elle va nous accuser que c'est la Russie qui nous finance. Et si c'est la Russie qui nous finance, c'est que c'est la bienvenue. Parce que la Russie nous finance pour faire du bien quand même. Mais eux, ils financent les terroristes pour venir tuer la population. Donc, vous voyez que les missions ne sont pas les mêmes. Ce qu'elle a dit, c'est encore augmenter la colère du peuple africain. Donc, il faut qu'elle arrête de bavarder et puis dire à son petit Macron, ils vont venir ramasser leurs troupes pour rentrer. Les mercenaires, les seigneurs de guerre, les tueurs qui sont là, ils n'ont pas venir les ramasser pour aller en France. Nous, on ne veut plus d'eux. Parce qu'au Niger, là, ce n'est pas la France seulement qui est là-bas. Il y a une base américaine, il y a une base de l'OTAN, il y a l'Italie là-bas, il y a l'Allemagne là-bas, il y a l'Italie là-bas. Ils sont pleins. On ne veut plus d'eux ici. Ils font quoi ici? Ils font quoi? Ils n'ont qu'à les sécuriser leur pays. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous, on a demandé? Le peuple africain n'a pas demandé qu'ils n'ont qu'à venir. S'ils ont signé des pactes non dits avec les dirigeants dirigés, ils n'ont qu'à venir régler avec eux. Nous, le peuple, en tout cas, on n'a rien à voir dedans. Donc, d'abord, elle tire sur notre population. Nous, on a encore un peuple très patient et très doux et très amoureux, très tendre. Sinon, la représailles pouvait être ça pouvait être autrement, mais nous l'avons laissé passer. Sinon, eux aussi, là, ils ont des ressortissants ici. Mais nous, on ne s'attaque pas à eux. Nous, on est contre le système politique. Donc, ils n'ont pas parti. Si elles pensent que c'est de l'amusement, un convoi français n'a qu'à oser traverser encore le Burkina Faso. Actuellement, on n'est plus organisé, plus structuré même. Je ne vais pas dire, mais je sais qu'il n'y a pas un village où l'armée française va rentrer aujourd'hui au Burkina Faso ici. Et puis, ils ne seront pas bloqués. Ce n'est pas possible. Parce que l'information est partie. Maintenant, là, on est bien structuré même. On est bien organisé maintenant. Ils n'ont pas osé voir. Donc, ça, c'était l'introduction à la matière. Maintenant, on est bien préparé. On les attend de pied ferme. Ils n'ont qu'à revenir encore. Merci. Alors, Luc Michel, nous continuons avec le décryptage de cette sortie de Françoise Parly, de Florence, autant pour moi, Parly, en évoquant cette fois-ci, les possibilités ou alors les moyens que pourrait avoir la France de s'opposer à un engagement militaire russe au Mali. On a suivi le journaliste, être tout à fait ferme dans la question et de se demander si la France, et de demander à Florence Parly si la France pourrait quitter le Mali si jamais la Russie et la société Wagner étaient engagées directement sur le terrain. On voit très bien que la réponse a été extrêmement nuancée, ce qui pourrait faire croire que la France sait très clairement qu'elle n'a pas les moyens aujourd'hui de s'opposer à une telle présence. Mais elle dit cependant que tous les efforts vont être mis en œuvre pour faire pression sur le Mali, en parlant notamment de l'aide publique de l'Union européenne qui ici pourrait être coupée et des sanctions ciblées. Alors, est-ce que ces mesures pourraient représenter une sorte de pression suffisante pour pouvoir faire changer Bamako dans ses rapports annoncés avec la Russie? Écoutez, c'est du bluff et du chantage diplomatique. Tout le monde sait bien qu'à un moment donné, Paris et l'Union européenne, parce que Paris, dans le domaine militaire, est le leader malheureusement de l'OTAN et de l'Union européenne, tout le monde sait bien qu'il y aura des sanctions ciblées. Les sanctions au début, elles seront adoptées par la 5e colonne africaine de la CEDEAO, qui est entièrement dans les mains de Paris et de l'autre.
et ensuite on va essayer d'abattre économiquement et de susciter le mécontentement des populations. C'est là le but des sanctions, c'est que les populations se retournent contre le gouvernement. Mais le problème des Français, c'est que c'est constitué au cours des dernières semaines un axe géopolitique. C'est l'axe Alger, Bamako, Moscou. C'est-à-dire que des sanctions contre le Mali, à partir du moment où le Mali est adossé à une Algérie et à pétro-gazier et allié de Bamako, c'est inefficace. Voilà ce qu'il faut retenir de cela. Mais ajoutons quelque chose. Toute la propagande française, elles sont faux. Vous savez qu'on accuse les jeunes activistes, on accuse Afrique Média, on accuse moi-même d'être des agents stipendiés de la Russie et d'être payés par la Russie. C'est le cas du fameux livre où on a inventé littéralement le groupe Wagner, qui s'intitule donc de Compagnie Yuki. Mais malheureusement pour ce livre, il y a un rapport du Pentagone qui étudie le même domaine. Il est payé par le ministère de la Défense américain et il est payé par le service secret de la marine américaine, le Naval Intelligence Service. Que dit ce rapport? Il dit que la guerre hybride russe, elle est menée par des acteurs indépendants du gouvernement russe, dans le domaine militaire, dans le domaine médiatique. Le rapport identifie, par exemple, 5 grands acteurs, comme ils disent, médiatiques. Il y a 4 Russes qui sont des amis de Poutine. Le 5e, je le connais bien puisque c'est moi-même. Et le rapport précise que nous sommes indépendants et que nous ne ménageons pas, je cite, notre argent, notre travail et nos moyens pour faire avancer la cause auquel nous croyons. Donc, bien loin d'être payés par Moscou, c'est nous qui contribuons au financement de l'information russe en Afrique. C'est la même chose dans le domaine géopolitique. Ce rapport explique qu'il y a une diplomatie grise. C'est ce que nous appelons, nous, en France et en Belgique, la diplomatie parallèle. C'est un des domaines dans lequel je me consacre depuis une dizaine d'années. Que sert la diplomatie parallèle? Elle est menée par des acteurs indépendants. Ils s'en appellent ça, cette fois-là, des acteurs géopolitiques indépendants. Encore, moi, j'en suis un exemple. Moi, je ne suis pas journaliste ou expert. Je viens parce que je connais mes dossiers, mais avant tout, j'ai une action géopolitique. Mes participations sur Presse TV ou Afrique Média, c'est 10 ou 15% des activités de ma vie. J'ai des réseaux sur les 2 continents, en Eurasie et en Afrique, et je mène donc une action géopolitique. Quel est le but de la diplomatie grise? Nous lançons des ponts, nous faisons des essais. Si ça marche, la Russie nous suit. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de dommage pour l'État russe. Ce rapport, il dit exactement le contraire de toute la propagande sur Wagner. Et bien entendu, quand vous le lisez, moi je l'ai édité d'ailleurs, quand vous le lisez attentivement, vous constatez que tout le reste, c'est des scénarios médiatiques. Madame Barley peut crier, elle peut aboyer, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est trop tard, les Russes ne renonceront pas et les sanctions seront inopérantes, tout simplement parce que l'Algérie est là, la Russie est là, les Chinois sont là, la Chine a apporté il y a quelques jours son soutien à Bamako et les Iraniens sont là. L'ambassadeur d'Iran a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de Bamako à Bamako même. Il a signalé que l'Iran apporterait son appui en matière de fourniture d'énergie. Vous savez que l'Iran, c'est un des États leaders dans la production de gaz, et il a dit que l'Iran apporterait son appui dans le domaine sécuritaire. Les Iraniens, ce sont les spécialistes, ce sont eux qui ont empêché en 2013 la révolution de couleur de triompher en Syrie, avant que les Russes n'arrivent, et ils ont empêché des révolutions de couleur au Liban, au Yémen, en Irak, etc. Le domaine, ils sont aujourd'hui alliés avec les Vénézuéliens, ce sont les spécialistes de la sécurité, tandis que les Russes sont les spécialistes de l'appui et de la formation paramilitaire. Luc Michel.
Voilà, merci à vous Luc Michel. Et retour sur ce plateau, je voudrais vous proposer maintenant, messieurs, d'aller suivre les bases même précisées de cette coopération entre la Russie et le Mali. On a suivi tout cela il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. C'était lors d'une conférence de presse conjointe. Voilà, Mali-Russie donnée donnée par le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, qui était accompagné justement de son homologue du Mali. Je vous propose de suivre une attitude de cette sortie qui précise les bases, et quand nous reviendrons, nous nous poserons la question de savoir pourquoi est-ce que la France pense que le Mali n'a pas le droit légitime en tant qu'État souverain de pouvoir contracter avec un autre État souverain ici qui est la Russie. C'est malheureux qu'on n'entend pas des discussions tout à fait constructives sur les questions de notre coopération bilatérale qui s'appuie sur des traditions historiques et notamment les traditions de victoire sur le colonialisme et des récidives colonialistes qui se sont manifestées en Afrique et qui continuent à être observées. Nous avons convenu de renforcer le dialogue politique qui se déroule de façon tout à fait positive. Nous avons accordé une grande attention à la coopération économique et commerciale. Et nos échanges connaissent une croissance forte depuis 3 ans et le volume absolu ne correspond pas encore au potentiel de nos échanges, mais aujourd'hui nous avons parlé des domaines sur lesquels il convient de mener des efforts en commun et qui nous paraissent les plus prometteurs. Il s'agit de l'énergie, de l'exploration des sols, des technologies Internet, de l'agriculture. Et sur ces questions, des contacts sont déjà établis entre les associations des milieux d'affaires, et notamment une structure qui avait été établie avec l'Afrique à la conclusion du premier sommet historique Russie-Afrique qui s'était tenu en 2019. Donc il y a des échanges soutenus qui se font actuellement avec la participation des entreprises. Des entreprises russes sont venues au Mali l'an dernier. Elles ont pu avoir des discussions avec leurs partenaires potentiels et elles ont pu traiter des voies de coopération sur des projets conjoints. Nous avons été heureux d'accueillir la délégation malienne dirigée par le ministre de l'Énergie et qui avait participé à la semaine de l'énergie à Moscou le mois dernier. Et donc, des contacts avec les entreprises russes ont été établis avec Russhydro, par exemple, pour des équipements spéciaux pour l'exploration des sols. Et cela nous permet d'envisager des projets d'envergure beaucoup plus grande. Et là, il y a un intérêt pour l'évolution future de ces échanges, mais il y a aussi évidemment la coopération technico-militaire qui a été développée avec notamment des accords signés ces dernières années et qui vont être et ces accords visent à soutenir la capacité de défense du gouvernement malien face à la menace terroriste qui se maintient. Les échanges en milieu culturel et d'enseignement sont aussi d'actualité. Nous avons plusieurs centaines d'étudiants maliens qui sont venus ici à l'époque soviétique déjà, et puis en Russie, et tout cela représente plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont bénéficié de bourses justement pour faire leurs études dans nos universités. Nous continuons la formation des cadres militaires au Mali. J'ai rappelé aussi
que le sommet Russie-Afrique qui s'était tenu en 2019, et donc avec nos amis africains, nous travaillons déjà à la préparation d'un prochain sommet l'année prochaine. Monsieur le ministre m'a décrit la situation interne au Mali. Il a parlé de l'accord conclu avec les autorités algériennes aussi. Et il a parlé de la situation sur le terrain, telle qu'elle est, avec l'activisation des formations terroristes dans le nord du pays, qui ne permettent pas de mettre en place les conditions normales d'une campagne électorale. Et les délais les dates de cette élection devraient être définies avant la fin de cette année. Nous comprenons bien la nécessité de renforcer le potentiel de lutte antiterroriste et nous fournissons au gouvernement du Mali un certain nombre d'équipements, des munitions. Nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que la menace terroriste pèse sur la structure de l'État, puisqu'il y a un risque de pénétration de terroristes dans le nord du pays et conformément à la décision de retrait prise par les autorités françaises et la fermeture de 3 bases militaires sur 5, justement dans les zones là où les groupes terroristes sont les plus actifs. Nous avons également l'intention de soutenir le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU pour chercher une voie de résolution pour les conflits en Afrique. Et là encore une fois, c'est un principe, c'est aux Africains de trouver les solutions et la communauté internationale doit lui apporter son aide, son soutien. Dans cette orientation, dans cette logique, nous avons examiné la situation dans les autres parties du continent africain, dans la zone du Sahel, en Libye, au Soudan. Et les problèmes sont nombreux. Encore une fois, le Conseil de sécurité de l'ONU doit trouver une solution sur la base de la charte de l'ONU, excluant toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures et trouvant des solutions de dialogue pacifique pour pouvoir pour conclure, je dirais que le ministre m'a invité à me rendre au Mali. J'accepte volontiers son invitation et cela complétera l'ordre du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup au ministre Lavrov pour cette introduction qui reflète de façon fidèle les éléments que nous avons discutés. Je voudrais tout d'abord lui adresser ma gratitude et mes remerciements pour cette invitation qui nous a été adressée promptement de visiter la Fédération de Russie quelques semaines après notre rencontre déjà à New York, qui ont été aussi des occasions de réaffirmer notre volonté de renforcer et de diversifier notre relation avec la Fédération de Russie. Ma visite ici n'est pas une surprise, elle n'est pas nouvelle, parce que la Russie et le Mali sont des partenaires stratégiques et des alliés historiques. Le Mali, déjà à son indépendance en 1960, a pu compter sur le soutien indéfectible de l'ex-URSS pour pouvoir bâtir l'économie, la société du Mali et ses forces de défense et de sécurité. Depuis, notre relation avec la Fédération de Russie ne s'est jamais démentie. Nous avons des milliers de militaires et de fonctionnaires et de cadres maliens qui ont été formés dans ce pays et nous tenons vraiment à exprimer notre gratitude pour cet investissement humain et matériel pour que le Mali soit là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous sommes là pour réaffirmer notre volonté de travailler
avec la Russie, la Fédération de Russie, pour le renforcement de notre coopération, parce que le Mali n'a rien à cacher en venant à Moscou. Je crois que c'est une relation qu'on fait au grand jour. C'est une relation qui n'est dirigée contre personne, mais qui est censée prendre en charge les préoccupations des Maliens. Et des Maliens, pour assurer leur propre sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, d'un côté, et de l'autre, renforcer la stabilité de notre pays, mais aussi trouver une relation gagnant-gagnant sur le plan économique et commercial. Le ministre Lavrov a touché à beaucoup de secteurs économiques aujourd'hui qui sont extrêmement importants, dans lesquels nos pays doivent travailler à la lumière des engagements pris à Sochi pour le renforcement entre la Russie et l'Afrique. Le Mali souhaite avoir une place importante dans le cadre du renforcement des relations entre la Russie et le continent africain dans plusieurs domaines. Nous sommes là aussi pour pouvoir vraiment trouver les voies et moyens nécessaires de donner une impulsion à cette coopération, surtout sur les questions de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, le Mali, en tant qu'État, est en train de se battre pour sa survie, parce que il y a des plans de partition du Mali qui existaient depuis longtemps, et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri de cela, qu'on aide les Maliens dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation à se réconcilier, à trouver leur propre solution interne, mais aussi, je crois que ce que nous attendons aussi de la Russie, qui est un partenaire qui est pragmatique, qui est réaliste, mais aussi qui est un partenaire qui a su faire la preuve de son efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans d'autres théâtres d'opération. Aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir compter sur les appuis que nous avons demandés sur le plan des équipements militaires, mais aussi sur le plan de la formation et de tous les moyens qui permettent aujourd'hui à nos forces de défense et de sécurité d'être les premiers responsables de la sécurité du Mali. Quoique ça, c'est extrêmement important, ça doit être compris par tous que le Mali n'est pas en train de sous-traiter sa sécurité. Le Mali veut avoir les capacités nécessaires pour pouvoir assurer sa sécurité. Et dans ce cadre, il est absolument normal pour le Mali de diversifier ses partenaires. Tous les partenaires, tous les amis qui le souhaitent et qui ont la capacité de pouvoir aider le Mali seront les bienvenus pour pouvoir aider le Mali à trouver ces capacités-là. Et nous apprécions déjà les premières livraisons d'équipements qui se sont effectuées le mois dernier, et nous souhaitons que les autres qui sont en chantier puissent se matérialiser, parce que l'objectif essentiel du Mali aujourd'hui, c'est comment sécuriser ce territoire qui fait 1 204 000 km² et qui fait face vraiment à des défis importants. Aujourd'hui, l'État malien enregistre pratiquement sur 80% de notre territoire différents niveaux d'attaques terroristes, de conflits intercommunautaires et de situations d'instabilité et d'insécurité. Nous souhaitons vraiment pouvoir inverser cette tendance. Vous savez aussi que le Mali est dans un processus de transition politique. Et cette transition politique était censée s'achever le 27 février. Malheureusement, cela ne sera pas possible, pas du fait ou du manque de volonté des autorités maliennes, parce qu'il y a des situations réelles qui sont objectives. Je vous ai dit par rapport à la situation sécuritaire sur le terrain, aujourd'hui sur les 19 régions au Mali, seules 5 régions seront en mesure d'organiser des élections. Pour le reste, il faut que nous travaillions à sécuriser le pays, à augmenter le niveau minimal de sécurité pour créer des conditions sécuritaires de tenue d'élections. Et aussi, nous avons souhaité que les Maliens puissent, dans le cadre d'un dialogue, convenir d'une feuille de route pour pouvoir terminer cette transition par des élections transparentes et crédibles. Et nous espérons que nos partenaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies puissent faire preuve de plus de compréhension, parce qu'aujourd'hui, les sanctions qui sont imposées à notre pays lors du dernier sommet de la CEDEAO ne sont pas des sanctions qui aident à avancer. Je crois que ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est d'écoute, de compréhension, de partenariat et d'accompagnement, parce que ces sanctions ne peuvent que fragiliser une situation qui est déjà complexe.
Je crois qu'il faut vraiment qu'on garde cet état d'esprit. Et la Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité, est un partenaire important avec lequel nous avons partagé nos préoccupations et nous avons souhaité qu'il puisse nous accompagner. Quelle que soit la gravité des problèmes, qu'on respecte la souveraineté du Mali, qu'on permette aux Maliens, par leur génie propre, de pouvoir trouver des solutions. Je suis certain que dans quelques semaines, avant la fin décembre, un calendrier sortira qui nous permettra de pouvoir avancer. En tout cas, un résumé de tout ce que nous avons discuté, c'est nous réaffirmons notre volonté de renforcer la coopération avec la Russie dans le domaine de sécurité, mais aussi dans le domaine du développement économique, comme de la formation. Et nous souhaitons pouvoir travailler aussi avec nos amis pour pouvoir diversifier ces différents partenariats et créer les conditions d'une transition réussie et paisible avec le concours de tous nos amis. Donc, merci beaucoup, Sergueï, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir être ici à Moscou pour ces échanges dont nous partons très satisfaits et très réconfortés de l'engagement mutuel. Merci. Maintenant, les questions, s'il vous plaît, Russia Today. Bonjour, Monsieur le ministre. J'ai deux questions. L'une pour vous, Monsieur Lavrov, et l'autre pour Monsieur Diop. Monsieur Lavrov, malgré le fait que pendant la conférence de presse à New York, vous avez dit clairement que la Russie et le Mali n'avaient pas d'accord sur l'aide militaire au niveau d'État, la coopération entre les autorités maliennes et russes, et justement entre les entreprises militaires privées, continue de soulever les préoccupations de l'Union européenne et surtout de la France. Le développement de ce sujet par des médias occidentaux continue à nuire à l'image de la Russie. Quelle est votre attitude envers cela? Monsieur le ministre, dans un entretien accordé à nos confrères de RIA Novosti, le Premier ministre malien, Choguel Maïga, a accusé la France d'avoir créé une enclave aux mains de groupes armés à Kidal. Selon vous, la présence française a-t-elle créé un statu quo ou même dégradé la situation sécuritaire? Voilà, retour sur ce plateau et je retrouve nos invités en multiplex. Il était question de suivre justement les bases concrètes sur lesquelles s'établissent donc ce nouveau partenariat Mali-Russie qui aujourd'hui courrouce l'Élysée. Nous avons suivi justement ces éléments-là. Et Nestor Podas, je vous retrouve en multiplex avant de donner la parole à quelques téléspectateurs, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a l'impression finalement que c'est Paris qui est en arrière et que les choses sont extrêmement avancées et d'une extrême lucidité même d'ailleurs. Je le confirme, je dirais que les choses sont extrêmement avancées. Paris est en retard, Paris est en chute libre, comme je l'ai dit à l'entrée de jeu. La France est en chute libre. Donc, nous, on ne va pas reculer. La jeunesse consciente, engagée, déterminée pour libérer le continent africain, avec l'aide d'Afrique Média ainsi que tous les panafricains engagés, les choses sont avancées. Que la France veut ou pas, c'est sa chute libre. Donc, il n'y a rien à dire. La prophétie est sortie, la France doit partir. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, ça, je le confirme. Avec le Mali, il a perdu le Mali. Il a perdu l'Algérie. Bientôt, nous allons rejoindre la Russie aussi. Donc, il va perdre le Burkina Faso. Le Niger aussi, la société civile ne veut plus entendre parler de la France. Donc, il va perdre le Niger. Donc, ils vont perdre le Sahel. Voilà, parce que nous savons que c'est la Côte d'Ivoire, ils tiennent toujours, mais nous disons à la jeunesse ivoirienne de ne pas se laisser faire. Il faut se lever. Parce qu'actuellement, c'est là-bas qu'il y a un centre d'entraînement terroriste. C'est là-bas qu'on entraîne les terroristes encore pour venir déstabiliser les autres pays. Donc, que les jeunes ivoiriens aussi se lèvent là-bas pour fermer les bases militaires en Côte d'Ivoire. Et puis, le match est plié, quoi. Voilà, voici un peu ce que je peux résumer par rapport à ça. Sinon, les pays du Sahel, en tout cas, c'est fini. Le Mali, le Niger, le Burkina ne peuvent plus tenir parce que la population ne veut même plus les sentir ici. Et dans un pays, si la population ne veut plus de toi, ça sera comme en Afghanistan. Ils vont fuir en plein midi comme les Américains ont fui, puisqu'on ne veut plus d'ici. Donc, ça ne sert plus de rester. Il faut partir. C'est ça qui est là. En tout cas, la Russie, ils veulent ou ne veulent pas, la Russie va venir. Les présidents qu'ils nous imposent ne vont pas rester éternellement.
Si le président refuse de faire ce que la population veut, la population va s'assumer et il va prendre sa responsabilité. Donc la France ne peut pas rester éternellement. Ça, c'est clair. Ils vont partir. Que la Côte d'Ivoire rentre en danse, c'est tout ce que nous leur demandons. La jeunesse ivoirienne, la société civile ivoirienne, commencez. Voilà, n'ayez pas peur. À force d'avoir peur, la peur, déjà, quand tu as peur tous les jours, tu meurs. Un peureux, c'est quelqu'un qui meurt tous les jours. Donc, sortez de votre peur, votre torpeur et affrontez la France. Dites-lui de fermer le 43e bima et de rentrer à Paris. Parce qu'actuellement, nous avons appris que la France veut installer une marine pour surveiller les côtes ivoiriennes ainsi que tout le golfe de Guinée. Comme nous sommes en train de les chasser au Sahel, que la Côte d'Ivoire les chasse et puis le match est gagné, quoi. Merci beaucoup. Que téléspectateurs en attente, voilà, on va vous donner la parole pour que vous puissiez interagir avant que nous ne puissions sortir de cette autre édition de la palabre intellectuelle. Les numéros de téléphone sont au bas de votre écran. Vous nous retrouvez pour nous dire ce que vous pensez justement de cette opposition ou alors de ces menaces de Paris contre une intervention militaire du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali, alors qu'on a suivi les bases d'ailleurs de cette coopération aujourd'hui entre le Mali et la Russie. Pas question de Wagner, il s'agit d'accords militaires, d'États entre États. Voilà, ici, qui vise notamment à lutter contre le terrorisme et à stabiliser le territoire, l'État malien. Bien sûr, il y a des contreparties. Vous avez d'ailleurs souvent eu l'occasion sur les antennes de la télévision panafricaine de comprendre aussi les engagements pris côté malien, justement dans le cadre de cet accord militaire entre le Mali et la Russie. Nous vous écoutons à présent. Vous avez aussi suivi dans le cadre de cette émission Florence Parly, qui est la ministre française des Armées, qui a accordé donc un entretien pour faire le point, notamment sur les événements malheureux de ces derniers jours, à savoir le blocage de ce convoi militaire français, mais surtout la mort justement de ces deux citoyens nigériens ainsi que les blessés dus à cette opposition, donc au passage d'un convoi militaire de l'armée française qui tentait de rejoindre le Mali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Guy Fondo. Oui, c'est Focam. Depuis Douala. Oui, bon, j'ai un souci. J'ai compris comment le journaliste lui demandait que si le Mali, ça va rester un cadeau pour la Russie. Mais je suis surpris que vraiment, donc, là, c'est le cadeau alors. Ça veut dire qu'il n'était pas là pour combattre les terroristes. Il était en train de combattre peut-être un gâteau. Parce que si qu'il là, maintenant, ça va rester maintenant le gâteau directement pour la Russie. C'est ça que j'ai un peu compris dans leurs paroles. Et la femme là, on lui pose la question, elle ne répond pas. Elle dit maintenant qu'ils vont chercher les sanctions pour qu'on accepte de combattre au Mali. Comment quelqu'un te refuse de te garder? Quand tu le gardes, maintenant tu vas chercher les sanctions pour que lui il accepte. Moi, je n'arrive pas à aller comme ça. On va chercher les sanctions chez la CEDEAO et eux-mêmes, pour pouvoir les obliger d'accepter de rester encore là-bas pour garder. C'est pour ça que ça me surprend. Donc, ils sont en train de dire des choses, même si les Français comprennent ça, ils peuvent les taper dans la rue. Comment tu peux, s'il y a des choses, on peut se prononcer chez une femme diplomate comme elle, là. Hein? C'est non surprenant. Mais cette interview d'aujourd'hui, là, ça fait... Les Français vont comprendre qu'ils sont en train de délirer déjà. Délire. Et par la suite, ils sont en train de dire maintenant qu'ils vont, eux, les partenaires avec l'Union européenne, qui vont combattre. Ils sont en train de combattre quoi? Quand on dit déjà qu'ils vont quitter là-bas, ils ne veulent pas comprendre. Ils cherchent maintenant le renfort. Ils sont en train de chercher les renforts pour venir maintenant appuyer le Mali ou bien appuyer les Africains pour qu'ils acceptent ce qu'ils acceptent. Ils ne savent pas que ce n'est plus les présidents qui sont en train de gérer ces problèmes. C'est la rue, c'est la population. Donc même s'ils veulent amener tout l'Union européenne là, ils vont arriver à la population. Ça, ce n'était que les symptômes. Prochainement, ça ne serait plus comme ça.
Oh, tu vas tuer un, on tue un. Oh, tu tues un, parce qu'ils ne sont même pas, s'ils sont là peut-être à 5 000. La population malienne, c'est combien? Si on tue un par un. On quitte dessus, ils partent sur l'autre, ils disent qu'ils ont perdu beaucoup de gens. Ils ont perdu combien de personnes? Vous partez dans un pays qu'on a tué au moins 500, c'est même 5 000 personnes. Vous parlez de 63 personnes qui sont mortes. Entre 5 000 et 63. Maintenant, c'est des moqueries. Vous êtes en train de combattre alors quoi? Vous partez combattre les djihadistes. En 8 ans, il y a 63 personnes qui sont mortes. Ça veut dire que vous êtes en train de jouer au game. Ils sont en train de jouer au game des enfants là. Bon, ça c'était ma proposition. Bonne soirée. À vous pour votre contribution. On va rester au standard avec d'autres intervenants. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami Guy Fodop, à mon avis depuis les États-Unis. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je vais quand même parler, si c'est moi, c'est bon. Alors, je voudrais remercier vos invités, notamment mon cher ami du Burkina, Podaté, je crois. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit. Il a dit que les peuples africains ont, c'est pas, hein, en tout cas, ils ont déjà leur volonté, et s'il y a des chefs d'État qui n'arrivent pas à suivre cette volonté-là, que ces peuples-là vont les dégager. Oui, mon cher ami Podaté, ces peuples ont déjà exprimé leur volonté. Et on connaît aussi déjà les présidents africains qui ne veulent pas suivre cette volonté-là. Donc, ce n'est plus une question d'hypothèse, c'est une question de fait. Maintenant, ces présidents, on les connaît et on sait qu'ils ne peuvent pas aller dans le sens de ces peuples-là. Donc, il faut les dégager. Ensuite, par rapport à l'intervention de Mme Parly et de la France en général sur la coopération entre la Russie et le Mali, mais la France a le droit de s'exprimer sur sa non-volonté que le Mali puisse avoir des accords avec la Russie. Mais ça ne reste qu'une volonté. La France ne peut pas dépasser ce cadre de volonté de ne pas voir un accord entre le Mali et la Russie. Donc, elle ne peut pas dépasser ce cadre d'expression de volonté et passer à l'acte. Puisque c'est ce qu'ils font en généralité. Ils mettent sur vous des pressions tellement énormes que si vous n'êtes pas des dirigeants solides, vous cédez à ces pressions-là et par conséquent, ils ont raison. Donc, ce que les dirigeants maliens sont en train de faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, il faut savoir que ce que disent ces Occidentaux-là, ces Français-là, ne reste que des expressions, que des pressions. Ils ne peuvent jamais passer des pressions, des menaces aux actes. Donc, on a vu les déclarations du ministre Camara, du ministre des Affaires étrangères malien Camara, par rapport au fait que le Mali a pleinement le droit de contracter, de coopérer avec tout État qui puisse lui apporter ce dont ce pays a besoin, la sécurité, etc. Donc, maintenant, j'aimerais en réalité fustiger certains comportements de certains panélistes qui disent qu'il y a des pays qui manquent au jour d'aujourd'hui, comment ils disent ça, qui manquent de souveraineté. Par conséquent, ces pays-là ne peuvent pas faire exactement ce que les dirigeants maliens, les dirigeants centrafricains sont en train de faire. C'est-à-dire, moi je voudrais savoir quelle est la différence entre, par exemple, le Mali ou bien le Centrafrique, quelle est la différence entre ces deux pays-là et des pays tels que le Niger, le Burkina, le Tchad. Parce qu'ils disent que les dirigeants tchadiens, les dirigeants burkinabés, les dirigeants nigériens ne peuvent pas oser affronter la France parce que ces dirigeants-là n'ont pas la souveraineté. Mais je veux savoir d'où est-ce que les dirigeants maliens, eux, ils arrivent à tirer cette souveraineté-là pour oser affronter la France. D'où est-ce que les dirigeants centrafricains arrivent à avoir cette souveraineté pour oser dire la vérité à la France et que des dirigeants nigériens, burkinabés ou tchadiens ne peuvent pas avoir. Donc, venir sur le plateau d'Afrique Média et continuer de soutenir certains dirigeants qui sont dans l'inaction, qui ne veulent pas oser défier la France et justifier ça de la manière dont ces dirigeants n'ont pas de souveraineté. Je pense que c'est un faux débat. Tout dirigeant a toutes les souverainetés possibles pour contracter avec qui il veut pour le bien de son pays. C'est ce que les dirigeants maliens sont en train de faire. Et on n'a jamais vu la France attaquer de manière frontale les dirigeants maliens pour dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Les Français peuvent les menacer, mais ils ne peuvent jamais passer des menaces à l'acte. Par conséquent, le président burkinabé ou les dirigeants burkinabés, les dirigeants nigériens
les dirigeants tchadiens, les dirigeants ivoiriens, sénégalais, etc., eux aussi, ils ont la dans le bon sens. S'ils ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils manquent de souveraineté, mais c'est seulement parce qu'ils ne veulent pas le faire, parce que la France leur a garanti le pouvoir, l'argent et tout. Donc, il faut cesser de faire le deux poids et deux mesures en disant que certains dirigeants, ils ont le pouvoir de défier la France, mais d'autres n'ont pas cette souveraineté parce qu'on leur trouve certaines situations atténuantes. Je pense que c'est un faux débat. Donc, voilà mon avis aujourd'hui, M. Guy Fondom. Merci à vous pour votre intervention et d'ailleurs, voilà, vous avez été très très nombreux sur les réseaux sociaux à interagir autour de l'émission. Nous vous en remercions. Nous remercions Nestor Podas, qui est coordonnateur national de Planète des jeunes panafricanistes. Il est au Burkina Faso. Vous êtes intervenu depuis le Burkina Faso. Nous vous en remercions. Merci également à Luc Michel. Merci à vous, voilà, messieurs, d'avoir été là ce soir. Nous vous retrouvons très très certainement, voilà, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, pourquoi pas. Et quant aux téléspectateurs, je vous souhaite une excellente soirée, mais surtout ne bougez pas. Juste derrière, eh bien, un point de presse, la retransmission du point de presse accordé par le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale aux journalistes de la presse nationale congolaise et internationale. C'est les résultats de l'emprunt obligataire, du dernier emprunt obligataire de la BDEAC qui a été un véritable succès, on l'a appris. Plus de 115 milliards de francs CFA mobilisés sur 100 milliards de francs CFA attendus. Nous le retrouvons donc juste derrière cette émission à Brazzaville, au Congo.